Salut, c'est Hawa. Salut, c'est Estelle. Bienvenue dans The Spot, le podcast qui met en lumière des personnes engagées et sans langue de bois. Notre invitée aujourd'hui est Blachette, illustratrice que vous avez déjà dû remarquer sur les réseaux sociaux et relayée par Rihanna. Elle nous raconte sa rencontre avec le dessin, pourquoi elle a tout quitté pour se lancer et pourquoi il est important pour elle de s'engager. Bonne écoute! Alors, merci Blachette d'avoir accepté notre invitation. Donc en premier lieu, je voulais savoir ce qui t'avait emmené au dessin. Alors, je dessine depuis toujours. J'ai toujours vu mon père dessiner. Il peignait énormément et en fait, j'étais à côté, je reproduisais ce qu'il faisait. Et en fait, je n'étais pas du tout partie pour en faire mon métier, l'illustration. Mais c'est vrai qu'en classe, je m'amusais à dessiner sur un coin de feuille des petites scènes qui se passaient en classe. Et après les faire passer à mes camarades, etc. Du coup, les profs t'aimaient pas trop, en fait. Mais du coup, les profs m'aimaient pas. Sauf le professeur d'art plastique. Même pas tant que ça, parce que je faisais la petite caricature et il était pas très réceptif par rapport à ça. Mais non, et après, avec les réseaux sociaux, j'ai eu ma première tablette graphique et du coup, je continue à dessiner, mais par le plaisir, en postant sur les réseaux comme ça. Et de fil en aiguille, ben, ça a pris. Et j'ai eu des marques qui m'ont contactée, et à un tel niveau qu'à la fin, j'ai lâché le métier que je faisais pour faire que ça. Donc, c'était pas du tout prévu à la base que ma passion devienne mon métier. Super, et on en reviendra après sur cette partie, mais en fait, au tout début de ta phrase, tu as dit que tu n'envisageais pas du tout professionnellement parlant. Pourquoi ? Exactement. Parce que pour moi, il n'y avait pas du tout de débouché dans l'art. Et du coup, je voulais rester dans un cursus classique, ce que j'ai fait, entre guillemets. J'ai fait un bac général, je suis partie en BTS, après j'ai fait une école de commerce. Du coup, rien à voir avec l'art pour le coup, quoi. Et tu as travaillé dans quel domaine après, par la suite, après avoir eu ton diplôme en école de commerce ? J'ai travaillé dans une start-up. Est-ce que j'ai le droit de la nommer ? Oui. Cheers. Donc voilà, impression de photos mobile et ils ont une partie événementielle et du coup j'étais chef de projet événementiel chez eux. J'étais cadre, donc j'avais un bon emploi. Et voilà. La stabilité. Et la stabilité, c'est ça, surtout ça, ouais. Mutuelle. Exactement, c'est ça. Et dans le cadre de ce boulot, comme il y avait une partie événementielle, t'as jamais pensé à faire, à proposer des dessins ou ce genre de choses ? Alors oui, je proposais de temps en temps, mais il n'y avait pas une réception derrière. Parce qu'après, c'est vrai que moi, je fais beaucoup de sketchs, de BD, etc., comics, et c'est pas le type d'illustration qu'ils envisagent en premier lieu dans les créations d'événements. Et justement, quand tu t'es dit que tu allais changer de carrière, quand tu t'es dit que tu allais te lancer, est-ce que tu as eu un déclic ? Est-ce qu'il y a eu un moment précis où tu t'es dit « Ok, là c'est bon, je me casse, je deviens illustratrice à plein temps ». Alors, ça s'est fait en 2 étapes. La première, comme je disais tout à l'heure, en fait, je commençais à avoir énormément de marques qui me contactaient ou des projets de collaboration avec des auteurs, etc. Et qui me faisaient quand même un revenu qui était assez conséquent. Et du coup, ça me faisait réfléchir. Je me dis, là, je suis en train de... J'ai plus de vie sociale, en fait, parce que quand je finissais le travail, en plus, j'étais cadre, des fois, je finissais à 22h, je rentrais, je mangeais, et après, j'enchaînais avec le dessin. J'avais plus de vie sociale, et du coup, là, je me suis dit, mais là, je peux commencer à me dire, est-ce que je fais pas que du dessin, et est-ce que je lâche pas mon travail ? Après, il y avait quand même cette facilité que j'avais un emploi fixe, j'étais en CDI, donc du coup, j'étais sûre d'avoir un revenu tous les mois qui était le même. Et il y avait quand même cette peur, si je me lance dans l'illustration, de ne pas avoir un revenu régulier. Ouais. Surtout que je viens de Perpignan, je ne suis pas parisienne, j'ai aucune famille à Paris. Donc si je lâche tout et que j'ai un loyer à payer, je ne peux pas retourner chez mes parents en voulant rester sur Paris parce que c'est à Paris que tout se fait. Donc là, c'était la première phase où j'ai cogité. Et deuxième phase, en fait, j'ai fait un burn-out. Tout simplement. Et, assez radical. Ouais, j'étais partie en vacances avec une amie d'enfance. Et je me suis rendu compte que j'avais plus de crise d'angoisse, etc. Enfin, il y avait plein de trucs qui m'ont fait faire un déclic, en fait, en me disant, j'ai plus envie de travailler, j'ai envie de vivre que du dessin, quoi. Et voilà, c'est parti de là. C'est un mal pour un bien, quoi. Exactement, c'est ça, ouais. Du coup, tu disais, t'as pas du tout fait un cursus dans le dessin. Et comment tu t'es formée en autodidacte Voilà, c'est ça. Alors, je voyais ce que mon père faisait, du coup, je reproduisais. En fait, comment je me suis formée, c'est que je reproduisais énormément d'œuvres, donc soit peinture, soit BD. J'aimais beaucoup Pénélope Bagieux, par exemple.
pour citer qu'elle, mais après, voilà, toutes les nanas qu'on a vues émerger avec les blogs, etc., début des années 2000, pareil, je reproduisais, en fait, ça me permettait d'apprendre à faire les têtes, gestes, etc. Et ensuite, en travaillant de mon côté, je me suis fait mon propre style. Après, j'avais comment ça s'appelle, plein d'influences, et surtout très côté manga japonais ou illustration coréenne. Enfin, si vous voulez vous regarder un peu ce qui se fait en Corée en termes d'illustration, et vous allez voir, ça fait penser un peu à Blachette, ou Blachette fait penser à ça. Dépend comment on le voit, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup, j'ai une influence du côté Asie, Japon, Corée. Et donc pas du tout de cours de dessin? À part au collège. Sinon, non, j'ai jamais fait de cours de dessin. Ouais. Et donc ça veut dire que tu fais partie de cette école qui dit qu'en fait tout le monde peut dessiner? Exactement, et ce qui ne plaît pas beaucoup à tout le monde. C'est vrai que là, je vois qu'il y a deux écoles, ceux qui te jugent, qui disent que oui, t'es illustrateur parce que t'as fait une école d'illustration, et ceux qui disent, non, si c'est ta passion, si tu travailles pour, etc., il n'y a pas de raison que tu ne deviennes pas illustrateur. De toute façon, ça, c'est très français, hein. Parce que c'est la même chose pour l'écriture. C'est ça, tu exactement. Tu vois, nous, c'est très sacralisé, etc., alors qu'aux États-Unis, t'as plein de cours de... creative writing, je crois qu'ils appellent ça. Et ici, non, tu vois, c'est le cliché. T'es dans des cafés, l'inspiration te vient en marchant dans les rues de Paris. Ça me fait délirer. Donc, ok, parce que moi, j'ai toujours voulu dessiner, mais c'est vrai que je pense, j'ai grandi avec cette idée que c'est un don, tu vois, et que... Non, il faut s'entraîner, en vrai. Du coup... Il y a beaucoup d'entraînement, et il faut pas lâcher prise, et voilà. Même moi, je vois quand je regarde des anciens dessins, je me dis ah ouais, c'est chaud. et les gens sur Insta, ils likaient ça, d'accord. Okay. Justement, est-ce que tu as un processus? Tu vois, quand tu te dis je vais me lancer sur un projet, parce que je sais que les gens qui écrivent rigolent beaucoup du côté non mais il faut que j'allume une bougie, il faut que je ferme toutes les fenêtres, que je tire les rideaux et que je mette de la musique. Est-ce que toi, tu as un processus un peu comme ça aussi? En fait, ça dépend le sujet que je vais aborder. Si ça va être un sujet un peu grave et que je vais en fait faire ressentir une émotion à travers mon dessin, je vais mettre de la musique soit classique dans les oreilles pour me mettre dans ma bulle, ou du PNL. Ah ouais. Un des deux. Et quand ça va être un truc un peu en mode coup de gueule, coup de poing, etc., là, je vais mettre à fond du rap US dans les oreilles ou du rock à l'ancienne. Enfin, ça va être vraiment... Mais après, c'est toujours autour de la musique, par contre. Ouais. La musique qui va m'ambiancer, etc. Ouais, qui va me mettre dans une bulle. Mais après, c'est moi qui sélectionne en fonction de ce que je veux, où je veux aller dans mon dessin, quoi. Et après, non, je peux être inspirée par... tout ce qu'il y a autour de moi. Bon, ça fait cliché comme on disait tout à l'heure en promenant dans Paris, mais après j'ai pas vraiment de processus à proprement parler. Voilà, j'allume pas ma petite bougie à côté de moi, mais je vais avoir mon casque avec de la musique dans les oreilles. C'est cool. Ça t'écoute quoi en ce moment, donc quand tu dessines? Là en ce moment, parce que je suis en train de faire une mini BD que je vais mettre sur Insta, et c'est sur une histoire avec ma pote avec un problème de cœur qu'elle a eu, etc. Donc je vais être à fond sur du R&B. C'est pour ça que je disais Vita, mais non, ça va être R&B français à l'ancienne un peu là. Mais c'est pour mettre un peu dans l'ambiance. Ouais, mais sinon. Sheriff Aluna. Voilà, c'est ça, etc. Diams Vita. C'est ma chanson, ça. Exactement. Non, vraiment, les musiques, ça me... Voilà. C'est cool, ça. Tu nous partageras ta playlist. Ouais, je passe vraiment du coq à l'âne, donc vous ne soyez pas surpris. Ah non, mais moi, pareil. Phil Collins à 50 Cent. Ça n'a aucun Alors moi, sens. si tu regardes mon Deezer, je pense que tu ne peux pas faire pire que moi. Je vais vraiment partout. J'ai du Johnny Hallyday, j'ai du Téléphone, j'ai du France Gall, Starmania. Je pars partout. J'ai du Meryl, j'ai de la dancehall, j'ai du classique. Énorme. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que ça fait de se lever un matin et de voir que Rihanna a partagé son illustration? Tu te rends pas trop compte. En fait, j'étais à quoi? J'étais à 500, 600 abonnés. Enfin, j'étais à moins de 1000 en tout cas.
Et c'était à l'époque où, enfin maintenant, j'ai plus de notifications qui apparaissent parce que j'en ai trop sans reste modeste. Hein, mais du coup, et en fait là, je voyais que ça défilait. Je croyais que c'était un bug. Enfin, ça défilait. Je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc. Et quand je vois que je reçois des DM en disant t'as Rihanna qui t'a reposté, meuf truc de ouf, nanana et tout. Je réalise pas trop. Après, je lui ai envoyé un DM, thank you. Elle a jamais vu. Donc elle a dû, mais non, c'était un truc de dingue. Et après, ce qui a enchaîné, parce que ça a été vraiment le truc qui a tout déclenché, entre guillemets. Donc merci Rihanna. J'allais te demander si t'avais son 06, mais apparemment non. Non. Ah, dommage. Désolée. Peut-être une petite collab Fenty dans quelques temps, on sait jamais. Hein. Pourquoi pas. Rihanna, si tu entends. Je pense pas que Riri écoute The Spot, mais au cas où. De quoi tu parles franchement. Du coup, là, on va rentrer un petit peu dans le dur, les sujets qu'on aime bien avec Awa. C'est vrai que moi, pour être honnête, quand j'ai découvert tes dessins, je t'avais jamais vu. Ouais. Et d'ailleurs, ça fait pas très longtemps que je sais à quoi tu ressembles. Mais honnêtement, je m'attendais à voir une personne racisée. Et en fait, quand je t'ai vu, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'elle a autant conscience, tu vois, de l'importance de la représentation, en fait, en sachant que, même dans le sein des communautés, tu vois, on n'a pas forcément conscience de tout ça. Donc, comment t'es arrivée à cet engagement comment t'as compris tout ça? Comment tu t'es conscientisée finalement? Alors, j'ai commencé à prendre conscience quand j'étais encore à Perpignan, fin lycée, début BTS. En fait, il faut savoir que moi, tous mes amis, je traîne avec beaucoup d'Arabes et de Gitans à Perpignan. Et du coup, je voyais déjà la différence de traitement qu'il y avait au regard des gens, parce que Perpignan, c'est raciste de ouf. Et je le voyais, la différence de traitement, quand on allait à un café, comme quoi, moi, on me disait bonjour et pas forcément à mes potes. Ou alors, quand j'allais avec des amis blancs à un tel café, je sais que pour l'addition, on pouvait attendre. Alors que quand je me servais quand j'allais avec ma meilleure amie Siem, on allait à table et quand on nous servait, c'était directement bon, maintenant il faut payer, etc. Donc il y avait des trucs comme ça qui m'interpellaient et je trouvais ça chaud. Et en fait, c'est vraiment, j'ai pris conscience de plus de trucs une fois arrivée à Paris, des choses que je ne voyais pas forcément à Perpignan, comme la violence policière. Enfin, ça a toujours existé, mais en fait, à Perpignan, comment on l'a perçu, par exemple, les événements de 2005, on les a pas perçus de la même manière que les Parisiens ou ceux de la banlieue parisienne. Donc, du coup, on n'avait pas ce recul-là, en étant à Paris. Et en fait, à Paris, quand je suis arrivée, du coup, c'était... je sais plus quelle histoire il y avait eu, mais ça avait pas trop fait de bruit, mais assez, quoi, ça en parlait sur Twitter. Le mec, je m'en souviens plus du nom, je suis désolée. Et du coup, ça m'avait un peu interpellée par rapport à ça. Et du coup, je m'étais renseignée. Et après, moi-même, je fais des recherches, beaucoup de recherches, du coup, qui me permet de voir un peu ce qui se passe et de prendre conscience de plein de choses. Et après, je suis quelqu'un qui est assez déconstruit. Je me suis déconstruit aussi pour accepter certaines choses aussi. Enfin, plein de choses, par exemple, en tant que blanc, on ne se rend pas compte. J'ai pas d'exemple en tête directement, mais il y a plein de choses qui choquent pas en tant que blanc, mais qui choquent une communauté parce qu'elle blesse une telle communauté, et que je n'avais pas ce recul moi en tant que blanche, et je me suis déconstruite en me disant ouais non c'est pas cool, faut pas faire ça, etc. Et du coup qui m'a permis après de faire ce que je fais là. Enfin, je sais pas si c'est assez clair ce que je dis. Oui, ça se comprend. Enfin, c'est un processus, quoi. C'est un processus. Il n'y a pas un moment précis. Ouais, non, ça a pas été. Je suis pas née comme ça en me disant. C'est des petites choses, petit exactement, à petit, à chaque fois. C'est en fait, c'est l'actualité. Et moi, mon recul sur moi-même en tant que personne blanche, à me déconstruire, etc. aussi, qui fait que voilà, quoi. Et pour les personnes qui écouteraient l'épisode et qui ont envie de commencer ce cheminement, est-ce que tu aurais un ou deux conseils par quoi elles pourraient commencer? Parce que c'est vrai que souvent. On nous pose la question est-ce que toi, tu as un conseil? Comment tu as fait? C'était juste des recherches internet ou... C'était des recherches et écouter les principaux concernés. Principaux. Ouais, parce que c'est filles et garçons. Ouais, moi, c'est des personnes, je sais pas. Les personnes écouter les personnes concernées. Voilà. Et écouter les personnes concernées, pas prendre la parole à la place d'eux. C'est très important. Et en écoutant les personnes concernées, et voilà, ça permet... déjà de se déconstruire et de voir ce qui se passe et après faire un cheminement,
Voilà. Ouais. Moi, c'est important. J'ai eu le même cheminement sur le validisme, par exemple. Tu vois typiquement, c'est très très bête, mais de suivre des personnes sur Twitter qui parlent de ces sujets-là. Exactement, c'est ça. Et juste pour comprendre ce qu'elles vivent tous les jours, ce qu'elles peuvent voir qui leur pose problème. Et toi, tu te dis, ah ouais, effectivement, j'avais jamais réfléchi au fait que les ascenseurs dans le métro ne marchent jamais. Pourquoi est-ce que c'est ça ? Pourquoi est-ce que... Non, mais carrément. Tu vois, et c'est vraiment des petites choses qui t'amènent jusqu'à te dire, bon, ok, c'est vrai qu'il y a un problème. Comment est-ce que moi, je fais premièrement pour ne pas faire partie du problème ? Et ensuite, pour aider les personnes qui subissent ça. Puis en plus, tu parles des ascenseurs, mais avant les ascenseurs, les lignes, il y en a très peu. Il y a très peu de gares qui sont accessibles à tout. Les trottoirs, c'est ça. C'est n'importe quoi. Il y a plein de trucs. Twitter, il y a du mauvais, mais il y a du bon comme ça aussi. C'est vrai que... Et Twitter, ça a été un bon travail aussi de mon côté, de voir... plein de trucs. Ouais, c'est ça. Ouais, moi aussi, clairement, puisque déjà, ça m'a permis de suivre beaucoup d'anglo-saxons et... Comme ils font plus d'études, etc., sur les sujets, mais c'est sûr, ça a tout changé. Tu disais tout à l'heure, des fois tu fais des illustrations qui sont en mode coup de poing, coup de gueule sur des sujets d'actualité. Et en tant qu'artiste qui vit de son art, est-ce que tu n'as pas peur des fois que ça puisse te porter préjudice de prendre la parole sur des sujets ? Ça lui a déjà porté préjudice. Exactement. Ça m'a déjà porté préjudice 2 fois, enfin deux trucs qui m'avaient assez interpellée. De toute façon, on le voit dans mon feed, j'ai pris position par rapport aux violences policières, ce qui me paraît normal, et c'est vrai que cet engagement a déplu ou a refroidi des marques avec qui je vais collaborer. Quand je me suis engagée pour Adama Traoré, enfin pour l'affaire Adama Traoré, et après pour Théo, etc. J'ai etc. malheureusement, mais j'ai une marque, je vais pas la citer, qui m'a appelée, donc ça n'a pas fait pas mal, c'était coup de fil pour pas avoir de traces. Exactement. Bien entendu. Donc finalement, ça sert à rien de signer le contrat qu'on vous a envoyé, on veut pas, ça va entacher notre image, etc. Tout. Une autre marque avec qui j'étais en pourparlers, pareil, du jour au lendemain, m'a plus donné de nouvelles, et c'était suite à un post que j'avais fait aussi. Donc voilà, c'est un peu relou, et c'est vrai que ça m'avait remis en question en me disant je me lance dans un truc, mais si je suis trop engagée, voilà, je risque de pas gagner d'argent, de pas vivre, quoi. Donc un peu relou. Après, j'avais quelques proches qui me disaient tu devrais être moins engagée, mais pas dans le fait que j'ai pas à être engagée, le fait c'est plus pour moi, genre sinon ça risque de mettre des bâtons dans les roues. Et avec le recul, j'ai pas envie d'arrêter en fait. J'ai pas envie d'arrêter parce que c'est mes convictions, et pour ce que je dis tout le temps, c'est que l'art, c'est aussi dénoncer des choses, et pour moi c'est important de rester droit dans mes potes. J'ai pas envie de faire pour moi c'est être focus en fait, et même ne pas prendre position, c'est prendre position d'un côté aussi. Je me suis lancée dans un truc où je suis quand même engagée, c'est pas pour du jour au lendemain ne plus rien dire et parler que je sais pas, le printemps. De printemps, ouais. Même si je comprends que les gens sur Insta, ils veulent aller pour un peu oublier ce qui se passe parce que l'actualité est un peu morose, mais moi après c'est pas du tout ma lignée. Si j'ai un coup de gueule à faire, je le ferai. Et ce qui est marrant, c'est pour ça que les gens te suivent, la aussi, majorité des gens. Ouais, donc, je pense. Et ce qui est marrant, c'est que la première marque qui m'avait dit ouais non finalement on veut plus, ça sert à rien de signer le contrat. Les événements de juin avec George Floyd, Black Lives Matter, et qu'il y a eu le grand rassemblement à Paris avec Assa Traoré, etc., pour demander justice pour Adama. Comme tous, ils se sont tous retournés la veste. Ils t'ont rappelé. Ils m'ont rappelé, oui, alors on aimerait bien faire un truc, on a directement pensé à toi, je sais pas quoi. J'ai halluciné. Je leur ai dit non, évidemment. Non, mais... Ah ouais, non, mais j'ai complètement halluciné. Je me suis dit, mais le culot. C'est là que tu vois que les engagements, en fait. On le voit de toute manière, parce que là, tous, ils sont tous sortis dans la rue parce qu'il y avait le truc à l'Amérique, enfin, George Floyd. Je dis à l'Amérique, n'importe quoi. Il y avait George Floyd, etc., qui est quand même grave. Tout le monde est sorti. Mais il n'y a pas de recul pour la France. Genre, ils sont sortis pour George Floyd, mais pas pour Adama Traoré. En fait, c'est plus pour se voir pour les réseaux sociaux. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est exactement ça. Et par exemple, la semaine dernière, il y a le cousin de Assa qui s'est fait tuer, balancé dans la Seine. Les gens qui étaient dehors, il n'y a rien. Mais non, rien. Donc voilà, non, je compte pas arrêter l'engagement, même si ça me fait perdre quelques collabs, tant pis pour eux. Et sans citer les deux marques, est-ce que ça t'a étonné de la part de ces marques ou, Ouais, il y a une marque, ça m'a assez étonnée parce que
Leur publicité, c'est vraiment en mode ouverture, on est tous frères, etc. Enfin, c'est le marketing d'aujourd'hui, hein, mais ouais, je trouvais ça culotté de ouf. Genre, et surtout quand j'ai vu que quand il y avait les événements en juin, ils ont retourné leur veste, c'est un truc de malade. Ouais, c'est pour ça que du coup c'est assez remarquable que toi du coup, enfin clairement je pense que c'est ça qui est difficile entre un individu et une marque. T'as toujours tendance à dire bon ok moi je vais me taire, il me file de l'argent quand même, ça me permet de vivre machin chose, mais en fait juste t'as tenu tête quoi, t'as gardé tes convictions et tes valeurs et ça a payé sur le long terme en fait. Après je peux comprendre des gens qui veulent pas se positionner parce que c'est leur gagne-pain de travailler dessus, etc. Mais en tout cas, moi, c'est pas la direction que j'ai envie de prendre. Tout simplement. Franchement, j'ai envie de dire bravo, en fait. Tu vois, c'est une décision difficile, en plus, à prendre. Ouais, mais mine de rien, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Hein. À côté de ça, j'ai pas envie de jouer de là-dessus. Hein. Attention, c'est pas pour dire en disant je vais continuer parce que j'ai pas envie d'en faire mon marketing. Pas du tout. C'est juste que il y a des portes qui sont fermées, mais il y en a d'autres qui sont ouvertes aussi. Et j'ai envie de travailler de toute manière avec des gens qui sont dans mon état d'esprit, qui respectent mes convictions dans tous les cas. Donc, Et j'ai découvert en lisant une interview qu'il y avait t'avais un autre engagement assez fort. C'était l'environnement. Exactement. Ouais. Tu peux nous en dire plus ? Oui, bien sûr. Bon, après l'environnement, j'ai toujours été très sensible par rapport à ça. Je sais pas si c'est le fait de venir de Perpignan et qu'on avait la montagne à côté et que j'étais tous les étés en colo à la montagne, etc., qui m'a fait faire que, mais en tout cas, je suis assez sensible tout ce qui est sujet pollution, environnemental, surconsommation. Et en 2018, j'ai créé avec l'illustratrice Fanny Lange un hashtag Draw for Earth, et ce hashtag en fait invitait tous les dessinateurs, donc amateurs comme professionnels, à dessiner et poster sur leurs réseaux sociaux, même peindre ou sculpter, hein, c'était vraiment tous les types d'artistes, pour sensibiliser leur communauté au sujet lié à l'environnement. Et en plus maintenant c'est encore plus d'actualité avec ce qu'on connaît en 2020. Donc voilà, et là c'est vrai que le hashtag il avait un petit peu été mis de côté là, mais il va repartir je pense d'ici un mois, ouais. Tu prévois des trucs? Je prévois, j'ai plein d'illustrations sur le côté. J'avais pas eu le temps de les faire parce que j'étais sur d'autres projets, mais là j'ai quelques illustrations coup de gueule à faire. Ça fait un petit moment, j'ai pas pété un petit coup de gueule, donc. J'aime bien le concept de l'illustration coup de gueule. C'est toute ta colère, tu la passes. Ah, c'est ça, exactement. En tout cas, teasing visiblement, donc suivez Blachette. Il y a du lourd qui arrive apparemment. Et en parlant de projet, je sais que tu travailles en ce moment avec Rokhaya Diallo. Tout à fait. Est-ce que tu peux déjà nous en dire plus sur le projet ou pas? Alors, oui, c'est une BD qui sort le mois prochain, le 28 octobre. Donc, c'est une BD guide. Ça va être sur le mansplaining. Donc comment reprendre la parole en tant que femme dans un milieu patriarcal. et on aurait pu en faire une encyclopédie parce que tous les jours où on étudiait le sujet, tous les jours on avait des exemples en plus. C'était un truc de malade, sans spoiler, mais on a tourné ça de façon humoristique. Et j'ai hâte qu'il sorte. Nous aussi. Ouais, donc le 28 octobre là. Okay. C'est cool. D'ailleurs, salut Rokhaya. J'ai vu un très bel exemple de mansplaining sur Twitter. C'était un rire de dépit, mais c'était une femme qui montrait un email qu'elle avait reçu. En fait, un homme lui expliquait qu'elle écrivait mal son nom. Et il lui disait en gros, oui, alors peut-être que c'est votre nom marital, donc c'est le nom de votre mari, vous savez pas trop comment l'écrire, mais je pense que vous l'écrivez mal depuis quelques années et ça me fait mal aux yeux de le lire comme ça. Donc je pense que... Et là, je me suis dit... À quel point, en fait? D'où vient cette audace? Ah oui, non, mais grave. Ça veut dire à quelqu'un, je pense que tu ne sais pas écrire ton nom. Et je pense qu'il y a quelques petites comme ça, du coup. Ah oui, non, mais il y en a trop. Enfin, il y avait, je crois en plus, c'est Rokhaya qui avait été mansplainé par un mec qui lui expliquait ce que c'était le colorisme et le racisme en général. Et le mec, c'était un c'était blanc. sur RTL. Non, sur Twitter aussi.
Ah, c'est sur Twitter. Rokhaya, si tu peux commenter. Mais c'était complètement dingue. Je dis non, mais what the fuck, sans pression le mec. Et il y a tellement d'exemples. De toute façon, on a mis plein dans. C'est plus d'un an de documentation et recherche qu'on a remis après en BD. Donc ça va être. Non, il est marrant. Il est marrant. Et est-ce que toi, justement, tu sais que c'est quelque chose que tu as pu vivre, justement, où des hommes qui s'y connaissent plus ou moins sur les sujets que tu abordes viennent t'expliquer en disant tu n'aurais pas dû le représenter comme ça? Ah oui, non, mais dans le dessin, tout le temps, par exemple, mes personnages ont un long cou, mais c'est la particularité de mes persos, ils ont toujours été comme ça. Et j'ai toujours des hommes qui me disent je te conseille ce livre pour dessiner les personnages comme il faut, etc. Le mec, il n'est pas du tout dans le dessin, mais il veut... Enfin, ça, c'est rien par rapport à plein de trucs, mais il y a tellement d'exemples, en fait. Tellement d'exemples. C'est comme... je suis de Perpignan, et il y a un mec qui va me dire tu connais tel endroit, un Parisien, et je vais dire oui, c'est à côté de ça. Ah non, pas du tout, c'est pas du tout là. Enfin, et qui va commencer à me dire, me raconter l'histoire de ma ville, comme si j'étais jamais allée là-bas, quoi. Il y a trop d'exemples, en fait. Il y a tellement trop d'exemples, et c'est tout le temps des hommes qui vont expliquer la vie aux femmes, quoi. Et le milieu du dessin illustration, c'est plutôt masculin? Non, ça va. Non, c'est mixte. Non, c'est mixte. J'ai pas ressenti. Non, j'ai pas reçu d'oppression ni rien. Ce serait quoi ton plus grand rêve? Parce que par exemple, j'ai vu que t'adorais les sneakers, que t'aimerais bien faire une collab, je sais pas, Jordan, au hasard, une flashette. Ouais, mais après, non, c'est vrai que je suis très Nike Jordan, même si aujourd'hui je porte des Adidas. Mais mais ça serait plus pour le kiff, mais ça serait pas mon big projet, je pense. Big projet, ça reste simple, hein, mais c'est vraiment sortir ma propre BD. En vrai, et pourquoi pas qu'elle se fasse après en mini-série télévisée, genre... comme Pénélope Bagieux, exactement. Ils ont adapté, pardon. Ouais, les culottés. Voilà. Les Merci. culottés, ouais. Non, ça serait vraiment un kiff. Donc non, après, je vise pas non plus des trucs de ouf, je pense, mais ça serait déjà pas mal. Bah ouais, franchement... Déjà pas mal, ouais, grave. Donc voilà. Et justement, sur ce processus-là de BD, alors... Moi qui n'y connais absolument rien au monde de l'édition, est-ce que ça serait à toi d'avoir une idée, un concept d'une œuvre que tu veux produire, de la proposer, ou est-ce que tu pourrais t'auto-éditer si tu le souhaitais? Je peux faire les deux. Là, par exemple, j'ai un autre projet de BD, mais rien à voir avec ma propre BD, c'est-à-dire raconter ma vie, etc. C'est un autre projet, c'est autour de la sneakers, je spoil, je n'en dirai pas plus. Et ma démarche, c'est, je vais voir l'éditrice en disant, j'ai ce projet, donc je lui présente le synopsis et la façon dont je veux que ça soit déroulé, etc. Et si ça passe, tant mieux, je me fais signer dans une maison d'édition, et si ça passe pas, j'ai toujours l'auto-édition, parce que c'est un projet qui me tient à cœur. Donc voilà. Ouais. Et quand tu parlais de ta BD, c'est ce que tu aurais envie de raconter, un peu ta vie, exactement, différentes expériences. Ouais, après, c'est pas forcément que ma vie, par exemple, je sais pas non plus. Enfin, c'est créer vraiment une histoire. Et ça serait mon histoire, pas forcément mon autobiographie, mais vraiment créer une histoire, un univers, etc. Pourquoi pas en plusieurs tomes. Ouais. Et c'est vraiment ça serait vraiment un kiff de malade. Ah, tu me donnes envie. J'ai 150 000 questions qui arrivent et tout. Donc recentre-toi. On en parle après si tu veux. Non, mais c'est très intéressant en fait. Non, mais oui. Par exemple, est-ce que t'as envie de raconter une histoire, mais est-ce que tu sais déjà dans tel type d'univers t'auras envie que ça soit? T'es plus fantasy, t'es plus science-fiction? J'ai tellement envie de prendre un peu de partout. J'aime bien tout ce qui est histoire, la fin du monde, genre les trucs The Walking Dead, etc. J'aime trop. Donc pourquoi pas avoir une petite ambiance comme ça aussi. Et mais après j'ai plein de petites idées dans la tête. Je préfère que tout soit posé et après je vous le dirai. Ouais, bien sûr. Tu reviendras pour nous raconter tout ça. Et d'ailleurs, tu parles de séries. J'ai vu que tu avais organisé une campagne d'affichage pour la dernière saison de Game of Thrones. Ah ouais. Ne m'en parle pas. On parle pas de la fin parce que c'est l'histoire. Non mais vous savez que j'attends encore la fin.
C'est-à-dire que mon cerveau, Ah, moi, il veut pas. Et des fois, je me surprends. Je suis là avec mon téléphone et je tape fin de Game of Thrones. Et là, je me dis, mais Estelle, faut que tu je suis dans le déni complet. Ah, mais ouais. Je suis dans le déni Non, complet. mais je me réveillais pour regarder à l'heure américaine. Non, mais oui, mais c'était. Mais même Je mettais mon c'était réveil. un truc de malade. Même l'ambiance, c'était un truc de taré. Mais oui. L'ambiance, c'était un. J'avais été à l'avant-première, c'était pour la saison 4, je crois, au Grand Rex. Mais c'était ouf, on était comme des gamins. Enfin, moi, j'avais 10 ans. Tu sais, j'étais là, sauter sur mon siège et tout. Quand ils ont balancé le générique, on était tous là. Tu vois, et nous faire ça, c'est trop. Donc, j'attends le livre. Mais j'ai R. Martin, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Il prend son time. Je pense qu'en fait, il a pas d'inspiration. Il est bloqué, j'en suis sûre. Surtout quand le monde entier a vu la fin de la série. Je pense que t'as beaucoup de mal à écrire une fin qui dépasse ce truc que millions de gens ont pu regarder. Ouais. Ou alors il le fait plus détaillé, je sais pas. Parce qu'en fait, la fin en soi, elle est. Voilà, on est parti sur le Game of Thrones. la fin en soi, elle peut être logique, c'est juste que ça a été bâclé en fait, comment ça a été fait. Pour moi, ça a été. C'est trop bâclé. C'est trop bâclé. Et puis, non, enfin, la personne qui est sur le trône, non et non. Enfin, non, je pourrais en parler des heures, mais. Et du coup, l'affichage, la campagne d'affichage. Ouais. Merci de revenir au sujet. Et du coup, en fait, pourquoi, comment ça s'est organisé? Pourquoi t'as voulu faire cette campagne? Parce qu'en fait, je suis une fan de Game of Thrones comme toi. Et en fait, comme c'était la dernière saison et que c'était vraiment un truc attendu depuis 2 ans, parce que ça a mis 2 ans à la faire, donc c'était vraiment un truc que tout le monde attendait, tout le monde bouillonnait pour l'avoir. Et il y avait cette question, qui sera sur le trône? Et du coup, j'ai eu envie de faire tous les persos, de représenter tous les persos avec la question qui sera sur le trône, qui voyez-vous sur le trône, etc. Et de placarder ça dans tout Paris, dans tout le Marais. Marseillaise. Et à Perpignan, j'ai envoyé une copine au charbon, elle a placardé à Perpignan. Et après, c'était marrant. Et du coup, il n'y avait pas d'organisation. Genre, j'ai appelé un pote à moi, imprimeur, imprime-moi ça. Et après, je suis partie avec mon copain en scooter. Et c'était 4h du matin, t'es dans le Marais. On regardait à gauche, à droite, il n'y avait pas les clics. C'est ça. Et il y a eu de l'impact derrière. J'ai eu des retours, j'ai pas mal de retours parce que j'avais mis un QR code pour ensuite retomber sur mon compte. Et en fait, il retombait juste sur ma story permanente qui disait alors vous avez choisi qui? Il y a des gens qui m'ont répondu. Okay. Donc c'était sympa. Mais après, c'était pas pour dire. Parce que j'avais pas du tout signé Blachette sur le truc. J'avais juste mis un QR code pour retomber sur le petit questionnaire que j'avais fait, quoi. Mais c'était cool, non, c'était sympa. Et du coup, dernière question, promis, sur Game. Tu voulais qui sur le trône, du coup? Enfin, tu voyais qui? Moi, je voulais Cersei. Non, pas moi. Non, mais parce qu'après, son personnage, il est très controversé. Et Non, mais après, c'est un super bon personnage. Hein. Et puis l'actrice... Et en fait, je voulais trop que ce soit un méchant qui gagne. Genre, je voulais trop que ce soit Cersei. Moi, je voulais que ce soit Arya. Ouais, tout le monde la voulait, Arya. Elle est badass. Mais depuis la saison 1, je disais qu'elle allait devenir badass. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé la série. T'as jamais regardé Game of Thrones? Je me suis arrêtée quand ils ont commencé à tuer des gens. Donc ça doit être quoi, l'épisode 3? Le premier? Non, le premier. J'attends donc ton tweet dans 10 ans, disant je regarde Game of Thrones, comme tu as annoncé l'année dernière que tu regardais Buffy. Oui, écoute. Tu as à peu près 10 ans de retard. Oui, exactement. Plus Buffy, quand même. Mais franchement, je me suis retrouvée en plein confinement et qu'est-ce que je peux faire? J'ai regardé Buffy et c'était génial. Bien sûr que c'est génial. Attends, j'ai le coffret régulièrement, je me refais toutes les saisons. Ouais, mais j'aime pas quand tu mets personnages. Dès que je m'attache un tout petit peu et que tu le tues, c'est... Donc après j'ai compris que c'était le concept de la série en fait. Les gens étaient censés mourir. Ouais, non, il y avait des batailles et des guerres. Game of Thrones aussi, il faut pas s'accrocher au personnage, c'est la règle d'or. C'est ça. C'est mort. J'ai vu qu'il y avait des dragons qui arrivaient à un moment, sachant que je me faisais spoiler toutes les semaines, je me suis dit bon, tant qu'à faire, je regarderai plus tard. Justement, on parle du confinement. Est-ce que toi, t'as ressenti un impact du confinement sur tes œuvres, sur ta façon de les créer, sur ta façon de travailler? Alors pas du tout, parce que je suis confinée de moi-même tout le temps, toute l'année. Du coup, non, mais après j'avais le gros projet avec Rokaya qui me prenait pas mal de temps. Du coup, c'est vrai que j'ai eu la chance de pas le voir passer le confinement par rapport à ça, parce que j'avais énormément de boulot à ce moment-là. Donc voilà. Et après tout ce qui était inspi pour les réseaux sociaux, si j'étais un peu inspirée de l'actualité, j'ai fait 2-3 petits trucs marrants dessus, mais
Après, c'est en plus que j'avais beaucoup de boulot. Donc voilà, mais j'ai pas eu d'impact. J'ai eu de la chance, franchement. Ouais, ça c'est plutôt cool. Ouais, non, franchement, je suis pas à plaindre par rapport à ça. Ouais, parce qu'il y a des personnes, ça leur a coupé toute créativité. Et moi, sans parler de créativité, par exemple, j'ai eu énormément de mal à lire. J'adore lire, mais une bonne partie du confinement, impossible de lire. Alors qu'au début, je me suis dit, ouais, chouette, je vais pouvoir lire plein de livres. Et en fait, j'y arrivais par blocage. Après, je pense que c'est les gens qui se sont forcés, en fait, en disant, ah ouais, il y a ça, ben, je vais mettre tout mon énergie là-dessus, etc. Et au bout d'un moment, c'était trop, je pense. Et du coup, ça fait un je sais pas comment on pourrait dire, mais... Ouais, c'était trop de pression. Je sais pas. C'est vrai qu'il y avait... il y avait une espèce d'injonction à faire des choses, tu vois. On aurait dit que c'était une obligation. Lives, ouais, c'est ça. Oui, les lives, non, mais c'était trop. Et du coup, même moi, au début, je me suis lancée dans tout. J'ai fait du Ilsi Ballet. Ouais, non, c'est ça, tout le monde voulait J'ai fait plein de trucs. Tout le monde voulait vraiment être hyper créatif, hyper truc. Et je pense que ça a été un peu le truc qu'il fallait pas faire. Je pense, parce qu'après, tout le monde a eu un blocage, en fait. Ouais. On s'est tous dit, on va ressortir avec des abdos. Ouais, c'est ça. On sera prêt pour l'été. Et en fait, rien pas du tout. Ah non, moi, j'ai fait mon sport, je continue. Tu dois être la seule. Vous êtes 2 sur les lives avec Sarah. Ouais, grave. C'est ça. J'ai lu que tu avais attrapé le corona. COVID, ouais. Et du coup, parce qu'en plus, tu as eu quand même des difficultés respiratoires. Ouais. Tu n'étais pas symptomatique. Est-ce que ça a changé quelque chose dans tes œuvres qui vont arriver, quoi, un regard nouveau, une façon différente de voir les choses? Non, franchement, non, ouais. Je sais pas si, mais... Non, après, j'ai eu encore des séquelles. Enfin, là, maintenant, elles commencent à s'estomper. J'en ai plus, mais j'avais des séquelles respiratoires. Et beaucoup de fatigue et un peu, pas perte de mémoire, mais j'ai des problèmes de concentration. Mais ça s'est fini au courant août, à peu près. Mais après, ça va pas du tout impacter. J'ai pas envie d'en parler dans mes œuvres. Pas que ça soit une expérience qui m'a traumatisée, mais on en parle déjà assez. Ouais. J'ai pas envie de rajouter une couche et de parler de... Enfin, j'aime pas me plaindre de moi-même déjà, de base. Donc du coup, j'ai pas envie d'en parler, ouais. Enfin, ça me dérange pas d'en parler ici, hein, mais en dessin, non, ça m'inspire pas. Donc dans tes dessins, pas du tout, mais est-ce que toi, à titre personnel, parce que par exemple, moi, je sais que... justement, comme je le disais, j'ai fait du sport. Là, je suis en train de complètement changer mon alimentation. Tu vois, sur l'environnement, je commençais un petit peu à faire des efforts grâce à une ancienne collègue, mais là, je m'y intéresse beaucoup plus, tu vois. Donc, c'était aussi au niveau personnel. Est-ce que... tu vois, je fais plus attention à ce que je mange et après j'ai toujours fait attention par rapport au truc écologie, donc j'évite le gaspillage à tout prix. Par rapport au sport, je peux plus en faire pour le moment à cause de ces séquelles, donc c'est un peu relou, mais après non, je pense que je vais être encore plus attentive à mes impacts écologiques. Voilà, si je dois retenir un truc, ça va être plus par rapport à l'environnement qu'à moi-même. Voilà, faire attention, arrêter d'acheter du Nutella, comme ça, quoi. Ça fait des années que... Ouais, non, mais c'était un exemple le plus cliché, mais ouais, non. Et... par contre, c'est au niveau des masques, tu vois. Moi, vu que ici, j'en porte toute la journée, quoi. Donc, c'est vrai que là, je suis en train de tuer la planète. J'y contribue. Parce que les masques en tissu... si tu portes toute la journée, c'est impossible. Ouais, c'est trop épais, etc. Et même quand je sors dehors, je vois les gens, ils jettent les masques par terre et tout. Chaque fois, ça m'énerve. Mais c'est vrai que je me dis toutes les économies qu'on a fait pendant le confinement, on est en train de tout rattraper à vitesse. Ah oui, c'est sûr. Ah, non, mais c'est sûr. On pensait que il y allait avoir un après. Après, c'est juste l'accélération, juste. Allez. Il ressemble beaucoup au monde d'avant, le monde d'après, quand même. C'est même le monde d'ancien, en pire. En pire, tu vois tout ce qui se passe là depuis plusieurs jours. Justement, tu sais, pour revenir à ce que je disais sur le validisme au début, je voyais beaucoup d'activistes sur Twitter, par exemple, qui disaient que ils se faisaient limite lyncher quand ils demandaient des pailles au restaurant, et on leur disait « Mais tu penses pas aux tortues, tu utilises des pailles en plastique », et ils font... Là, par contre, quand c'est plus notre vie à nous, de personnes handicapées, qui sont en jeu, quand on j'avais vu ça. Pailles en métal, c'est dangereux, littéralement. Mais là, quand il s'agit de vos masques que vous jetez toutes les 4 heures, là, plus personne dit quoi que ce soit. C'est vrai.
remettez-vous un peu en question Ah quand ouais, même y a sur une- vos choix. Pour moi, la question, c'est toujours, tant que tu es conscient des conséquences de tes choix, c'est déjà mieux que de juste dire, bon, bah, je le fais parce que tout le monde le fait. Non. Ouais. Sois conscient qu'il y a un impact et essaie de voir comment tu peux réduire C'est ça. derrière cet impact. Exactement. Et c'est beaucoup mieux de voir les choses comme ça, en fait. Une transition hyper nulle, mais c'est pas grave. J'ai une question sur des illustrations. Oui. Est-ce que tu arrives un peu à les catégoriser dans ta tête? Tu vois, par exemple, si je te dis celle qui t'a le plus touché, est-ce qu'il y en a une où tu arrives à te dire ah, celle-là, ok, elle m'a énormément touché, de la faire, de la partager? Il n'y en a pas qui me viennent en tête là. Direct. Je peux regarder mon. Bah ouais, vas-y. C'est toujours une question que je me pose avec les artistes, de me dire est-ce que dans les œuvres que l'on crée. Ouais, non, si, il y en a qui m'ont touché. Il y en avait une que j'avais fait de mon grand-père. Bon, c'était à titre personnel et c'est vrai que j'en fais jamais vraiment à titre personnel comme ça. Et j'en avais fait une, mon grand-père qui avait l'Alzheimer. Je parle de lui au passé parce qu'il est décédé. Et du coup, j'avais envie de lui rendre hommage et du coup, j'avais fait une illustration que j'avais repostée et je me souviens, j'ai chialé en la faisant. Et après, je me dis, est-ce que je la publie pas? Après, je me suis dit, si je la publie, ça fait trop, on rentre dans mon intimité, ça fait trop du voyeurisme, etc. Mais je l'ai quand même publiée. Mais c'était pas pour qu'on me plaigne ou quoi, c'était vraiment pour rendre hommage en fait. Donc celle-ci, elle m'avait vraiment truc. Il y avait celle que j'avais fait la toute première suite au décès d'Adama Traoré, où j'avais représenté sa sœur et des personnalités qui avaient pris position. Ah oui. Je les avais fait avec une bougie. Une bougie, voilà, exactement. Celle-ci, ouais, elle m'avait assez travaillé, même en la repostant. Je l'ai regardée plusieurs fois, enfin... Ouais, surtout quand c'est des sujets comme ça graves, Ouais. Ouais. Ouais, ça te prend quand même, quoi. Ça, Exactement. ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Quand on va, ouais, c'est tous les sujets généralement c'est un peu sombre. Mes illustrations sont assez sombres en fond, etc. Souvent, c'est quand je suis un peu triste, etc. C'est ta manière d'exorciser. Exactement, en fait. c'est ça. Est-ce qu'il y en a une ou plusieurs d'ailleurs, que tu as énormément apprécié dessiner? Où t'as kiffé complètement en dessinant? Où t'as mis la musique classique à fond? Et parce que l'ambiance, parce que le sujet, parce que... Il y en avait une de PNL, donc c'était un fan art de PNL. J'avais tellement kiffé le faire et le rendu, je le trouve ouf. Il a pas fait tant de likes que ça par rapport à mes autres illustrations, mais ça, je m'en fiche après. Je suis pas dans les trucs comme ça. Mais j'avais trop aimé la faire, celle-ci. Ah ouais, le jeu de lumière. Et c'était vraiment, j'étais vraiment sortie de ma zone de confort en fait, des illustrations BD. C'était vraiment, j'avais fait l'univers autour, etc. Et j'avais du PNL en plus, donc du coup, vous avez compris, j'aime beaucoup PNL. Et non, j'avais kiffé. Et après, sinon, ce que j'aime vraiment faire, c'est les illustrations des nanas que je croise dans la rue. Je reproduis leur look, etc. Et du coup, je kiffe les refaire en digital, etc. Et quand je balance ça sur la toile, ben, j'aime bien aussi. Est-ce que tu as déjà eu justement une de ces nanas qui revient vers toi en disant c'est moi? Il y a une nana qui m'a demandé, qui a un doute, qui se demande si c'est elle ou pas. Et après, quand elle m'a demandé c'était vers où, et du coup, j'ai dit le lieu, elle me fait il me semble pas être passée par là, donc peut-être c'est pas moi. Mais en tout cas, elle m'a dit j'étais exactement habillée pareil, donc je sais pas. On est encore dans le doute, mais c'est une personne juste. Ouais, ça sent le... Après, ouais, j'ose pas aller voir les gens quand je les dessine. En me disant, hey, salut, je te dessine, je vais poster. Ouais, j'avoue, moi, si on vient me voir pour me dire ça... Chelou, elle. Grave. C'est pas un peu le rêve de tout le monde de se dire oh là là, je me balade au Louvre et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui commence à me dessiner Pas le mien, en tout non. cas. Ok. Je regardais trop de films romantiques, ok. Non, ça tu y as déjà un peu répondu, mais on ne sait jamais. Celles qui t'ont apporté le plus d'ennui, quel que soit l'ennui que ça a pu être derrière. Alors, il y a eu, sur ma prise de position sur les violences policières, il y a eu ma prise de position sur le port du voile en public. Il y en a eu trop. Il y a eu comment ça s'appelle ? Le portrait de Rokhaya Diallo que j'avais fait avec le bonnet phrygien. Ouais. Mais c'est que sur Twitter par contre. Hein. Ah bah. Ouais. Sur Insta, j'ai pas de haters, tant mieux. Mais sur Twitter, ça y va.
ça y va. Et c'est quand c'est engagé comme ça, il y a toujours un truc. Ah non, et aussi quand j'avais fait un truc, pareil, sur les violences policières, pendant le confinement, comme quoi il y avait un traitement différent en fonction du lieu où tu habitais, la couleur de ta peau aussi en faisait partie. Et là aussi, pareil, j'ai reçu... Et comment est-ce que tu réagis dans ces moments-là quand tu prends cette vague? Avant, à chaud, j'insultais tout le monde. Maintenant... C'est le sud, ça. Ouais, et après, avec le recul, des fois, je vais commenter poliment, et si je vois que la personne a été têtue, elle reste dans ses retranchements, je lâche l'affaire, je réponds plus. Et sinon, si c'est sur Twitter, j'enlève les mentions, du coup, je vois même plus quand on me marque. Et quand c'est sur Insta, mais c'est assez rare, hop, je supprime. Quand c'est des commentaires trop négatifs... En fait, quand c'est des arguments, quand c'est construit, etc., moi, je suis ouverte, j'aime trop les débats, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais à partir du moment où c'est des trucs méchants gratuitement, etc., enfin, on n'est pas là pour ça. Je ne suis pas là pour angoisser dès que je pose un truc, donc je supprime, je ne me prends pas la tête. Ils se fatiguent pour rien. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est... De toute façon, c'est ta page, tu fais ce que tu veux. C'est ça, et j'ai aucun remords à bloquer les gens non plus. Hein. Donc... le blog, ça change des vies. Hein. Non. Allez hop, salut. Et est-ce que tu as eu des soucis justement avec l'illustration que tu as fait récemment d'Iman? Alors, non, mais je voulais une réponse de la concernée de la nana de chez Figaro. Oui. Parce que c'est un petit fuck quand même que j'ai vu dans l'illustration. Et je voulais qu'elle réagisse, elle n'a pas réagi, donc j'étais déçue. Non, là, c'était provoqué, c'était fait exprès. Et après, non, sinon, en soi, il y a eu que du positif autour de cette illustration. Hein. C'était genre... En tout cas, c'était bien joué. Merci. Il n'y avait rien à ajouter, c'était parfait, simple et efficace. Ouais. Est-ce que tu as d'autres questions, Estelle? Parce que moi, j'ai plus de questions. Moi, j'en ai juste une dernière. C'est pour des personnes qui aiment le dessin comme toi ou qui ont envie de devenir illustrateur, illustratrice. Est-ce que tu as un conseil pour se lancer sur Instagram? Parce que finalement, c'est grâce à ce réseau que tu t'es fait connaître. Donc, après, c'est toujours de l'entraînement. Donc, ne pas hésiter à même aller voir des illustrateurs, leur poser des questions, etc. Par exemple... Moi, je sais que je réponds à un maximum quand on me demande des conseils. Après, je suis personne par rapport à quelqu'un d'autre, hein, mais il y a de ça, et toujours s'entraîner, pas lâcher l'affaire. Il y aura toujours des commentaires négatifs de personnes parce que les gens, ils sont pas tous gentils, malheureusement. Si vous copiez pas et que vous avez une influence, etc., continuez. Après, il faut pas tomber dans le piège de reproduire ce que vous voyez non plus. Mais voilà. Et de toute manière, on a tous notre style. Voilà, chercher le style de dessin, c'est comme notre ADN en fait. Donc, faut juste le travailler et pour un moment, voilà. Après, si vous êtes vraiment novice, entraînez-vous d'abord à côté et dès que vous vous sentez prêt, allez sur Insta et voilà quoi. Non, mais c'est très bien parce que du coup, ça montre qu'en fait, tu te mets littéralement à nu en fait quand tu postes, tes œuvres. Et exactement. Tu acceptes entre guillemets quand tu postes que n'importe qui soit connaisseur ou pas, puisse venir te donner son avis sur ce que tu as fait. Ça, donc là, après, c'est vrai que c'est un peu dur en tant qu'artiste, ça, par contre. D'avoir parce que c'est des trucs qu'on a bossé... moi, il y a des illustrations, je passe 8h, 9h dessus, et quand je la poste, et que derrière, ça me dit des trucs... Bon, maintenant, on m'en dit plus maintenant, les trucs méchants comme ça, mais dans mes débuts, ça me faisait mal. Hein. Ouais, tu m'étonnes, et surtout... grave. Enfin, faut être un peu solide, quoi. Faut pas se remettre en cause à chaque fois en se disant est-ce que c'est ce que je suis censée faire ? Non, c'est ça, mais moi, j'ai tellement... Mais après, c'était les mêmes personnes qui me le disaient. Après, j'avais capté que c'était quatre personnes qui refaisaient un compte, etc. Parce qu'après, d'accord. Non, parce qu'après, j'ai fait des recherches de mon côté, etc. Et je comptais attaquer en justice parce que ça allait vraiment... C'était du harcèlement, en fait. Ah ouais. Et en fait, c'était 4 personnes. Je ne sais toujours pas qui sont ces personnes-là. Et qui s'amusaient à faire ça pour que j'arrête. Et même moi, au bout d'un moment, j'étais là. J'ai dit, mais j'ai envie d'arrêter. Et heureusement que j'ai eu des potes illustratrices dans le milieu qui m'ont dit, mais jamais de la vie. Et d'ailleurs, il y a une solidarité entre vous sur les personnes. Il y a la concurrence quand même. Hein. Je pensais que l'art, c'était tous main dans la main, allez hop, etc. Il y a de la part pour tout le monde, il y a du gâteau là, mais non, c'est certains, tu vois qu'il y a de la concurrence. Genre,
Genre, je vais demander conseil à une nana, est-ce que tu peux me filer le contact de tel journaliste pour que je parle de mon truc, hop, ça me laissait en vue, alors que 2 jours avant, ma sœur, etc., on est trop copines, on fait des stories ensemble, quoi. Donc, après, c'est le monde, pas d'illustration, je pense, mais plus du côté influence, quand on est sur les réseaux. Donc voilà, ça c'est un autre sujet après. Ma question de conclusion, c'est toujours la même, c'est est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu es passionné et en fait sur lequel personne ne te pose jamais de questions, on t'en parle jamais? Je suis passionnée de films des années 90 style Jurassic Park. Ah ouais. Tous les Steven Spielberg, c'est ma passion. Et non, mais après c'est des petits hobbies comme ça, mais sinon non. Non, c'est toujours intéressant de savoir vraiment les trucs que les gens aiment beaucoup. Ouais, non, j'aime beaucoup ça. Et après, je suis une grande fan de 50 Cent depuis très longtemps. Ouais. Avant J-Unit, avant... Bah ouais, quand il a début avec les trucs J-Unit, etc., les radios J-Unit, etc., non, c'était ma cam. C'est vraiment ça. Donc moi, je passe du coq à la name. Non, mais... Steven Spielberg... Il aime trop les histoires 50. Tout le temps dans la sauce. C'est une conversation que j'ai eue il y a pas longtemps avec des potes en leur disant mais vraiment début des années 2000 on a laissé les mecs dans le hip-hop faire ce qu'ils voulaient, genre les mecs ils étaient en mode J-Unit, on est tous de l'autre côté, c'était en mode non nous c'est Murder IMC, on est à New York et on est avec Ja Rule, et j'étais en mode ils feraient ça aujourd'hui, on se foutrait de leur gueule, on est d'accord quand même. Ils avaient tous leurs grosses chaînes là, ils avaient tous la même. Je sais pas, mais c'est un délire quand même. Tu penses? Ah, moi je pense qu'on se foutrait un peu de Ah non, attends, les rivalités, regarde, en foot, PSG-OM. Ouais, mais tu vois, ils sont pas en mode genre on est tous ensemble dans la même équipe, on va porter le même t-shirt trop grand en plus qui arrive jusqu'aux genoux. Franchement, je pense que ça. C'était un bail, hein, c'était un délire quand même. Ouais. Franchement, c'était un délire. Je pense que ça marcherait, franchement. Vas-y, on lance notre girl band là, c'est parti. On lancera un sondage sur Instagram. Pensez-vous que... Non mais clairement. Bah moi c'est tout pour mes questions, t'en as d'autres? Non. Bah on va dire merci déjà. Bah merci à vous de m'avoir invité. C'était super cool. Merci pour le franc-parler. Exactement. Ça fait plaisir en tout cas de voir qu'on peut être artiste déjà, qu'on peut gagner sa vie comme ça encore aujourd'hui, et surtout qu'on peut avoir des convictions et ne pas avoir peur de les mettre en avant, et qu'en fait ça n'empêche pas quoi de quand même avoir une carrière épanouissante dans ce milieu. C'est ça. On espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous lâcher un 5 étoiles et retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, dans le descriptif. À bientôt.